Voilà, je pense que tout le monde se réinstalle tranquillement après le petit café ou le petit jus de pomme poire naturel. C'était bien agréable et bon. Il nous manque quelques personnes. Et Madame Lepage va rester avec nous. Alors la deuxième partie, les deux éléments importants, deux sujets phares pour cette journée. Nous allons nous intéresser aux énergies renouvelables. Je vais appeler Sylvain Balland qui est chargé de mission énergie citoyenne pour le réseau Géclair. Nous rejoint aussi Alain Poirot, le président Soliron. Également Bernard Pallotta, vice-président en charge du développement durable, communauté de communes, cœur du PIO. Et puis Franck Supplisson, le président de Rombin Industrie et de Gandrange Industrie, future usine. On va évoquer H2V Industrie révolutionnaire en matière d'hydrogène. On peut applaudir les personnes qui nous rejoignent. Vous pouvez enlever le masque, oui. Je pense que le pass sanitaire vous a été demandé à l'entrée. Monsieur Supplisson, je vous laisse vous installer à côté, vous avez de la chance. Voilà, ne vous battez pas, Madame Lepage, je pourrais faire moitié-moitié, une table ronde. Comment produire davantage d'énergie renouvelable? Avant de démarrer notre échange, regardez ces détails en images. Sylvain Balland, un mot peut-être déjà sur la présentation de Géclair, si vous en êtes d'accord. Oui, donc bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc je suis Sylvain Balland, animateur au réseau Géclair. Donc le réseau Géclair, c'est le réseau des projets citoyens en Grand Est. Et ce réseau, en fait, a trois missions. Il a pour but de fédérer tous les acteurs de l'énergie citoyenne en Grand Est pour leur faire partager leur retour d'expérience, partager leurs bonnes pratiques autour des énergies renouvelables, sensibiliser un large public, ce que je fais aujourd'hui, le plus large possible à chaque événement, autour de ciné-débats, de tables rondes, de stands, etc. Et puis le troisième, c'est accompagner ces porteurs de projets, parce qu'une fois qu'ils sont convaincus qu'il faut monter des projets d'énergie renouvelable qui sont citoyens, et ensuite il faut les accompagner, il faut de l'ingénierie. Exactement. Comment est-ce qu'on engage cette transition énergétique justement ? Alors sur le volet énergie renouvelable, en tout cas, nous, on promeut un modèle où les habitants se réapproprient les enjeux des énergies renouvelables. C'est très important pour nous, c'est quelque chose qui est très centralisé en France, cette production, et qui est plutôt destiné aux professionnels de l'énergie. Et avec le mouvement de l'énergie citoyenne, qui est en place depuis 2010, notamment avec Énergie Partagée, le but, c'est de se dire, pour que ça vienne au plus proche des habitants, c'est pas simplement en mettant des toitures photovoltaïques au-dessus de leur maison ou des éoliennes sur leur territoire, c'est les faire se réapproprier le fait d'investir, de détenir des parts dans ces projets et d'avoir la gouvernance, donc d'avoir le maître mot dans ces projets, de décider de comment ils s'implantent sur leur territoire. Selon vous, d'ailleurs, vous dites que toutes les énergies renouvelables de toute taille peuvent être citoyennes. Oui, on a très souvent ce biais de se dire un projet citoyen, c'est quelques toitures dans un lotissement fait par quelques habitants. Alors qu'en fait, on a tout type de taille de projet. On a des centrales villageoises ou des grappes photovoltaïques citoyennes, pour utiliser le terme générique, qui vont regrouper, ça peut être 10, 20, 30, 100 personnes autour d'une société. Donc on est obligé de passer par le format juridique d'une société et on installe des panneaux en revente totale ou un autre modèle. Et on a aussi des projets éoliens à plusieurs millions qui sont détenus par les habitants
soit par les plus courageux qui se sont lancés en mouillant la chemise pendant une dizaine d'années de développement, soit par des structures d'intermédiation qui viennent représenter les habitants du territoire, par exemple des SEM, des sociétés d'économie mixte, et tout un tas de formats juridiques qui permettent de faire qu'on se réapproprie ces enjeux-là et ces outils de production. Il y a, d'ailleurs, vous parlez de 150 projets en France en exploitation. Il est temps d'agir, mais c'est pas mal. Oui, on a... Avec ou sans ressources financières, d'ailleurs. On a un peu de retard, notamment comparé à nos voisins sur cette production d'ENR détenue par les citoyens. En France, on a 150 projets, comme vous le dites, en exploitation. On en a à peu près 150 en développement. Oui. On les retrouve, tout ça, les chiffres, si ça vous intéresse, sur le site d'énergie partagée. Tout est cartographié et puis on retrouve les sites, les emplacements des projets. Et donc pour ces projets-là, on peut le faire soit avec ses propres moyens, en utilisant son épargne, en investissant dans les projets-là pour les soutenir et puis pour les développer, ou soit avec son foncier, c'est aussi le nerf de la guerre, le foncier, donc avoir des terrains qui se prêtent à l'installation de parcs solaires au sol sur des sites pollués, dégradés, avoir des terrains bien exposés au vent pour développer de l'éolien. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ces projets, c'est que tout le monde a un rôle à jouer. Même si on n'y connaît rien, on se dit, tiens, qu'est-ce que fait l'argent à ma banque? Souvent, c'est pas très vertueux et ça refroidit un peu. Donc on peut se dire, bah voilà, plutôt que laisser l'argent dans une banque traditionnelle, on peut investir par exemple sur des plateformes de financement qui permettent d'investir dans ces ENR. Alors pour qu'on vous connaisse encore mieux, qu'est-ce que vous proposez justement? Qu'est-ce que propose votre réseau régional Géclair? Alors nous, moi mon employeur c'est une association, oui. Donc déjà j'ai rien à vendre, c'est ça la bonne nouvelle et c'est comme ça qu'on m'ouvre les portes facilement. Moi j'essaie juste d'accompagner les élus et les habitants dans ces projets. D'ailleurs on a des fonds publics, on est subventionné par l'ADEME et la région Grand Est. Et ce qu'on propose, nous, c'est de trouver le bon modèle qui conviendrait au territoire. Parfois, c'est les habitants qui nous appellent, donc ils disent bah, « nous, on a vu une vidéo Intel d'une centrale villageoise, on veut faire pareil chez nous ». Des fois, c'est une SEM qui dit bah, « moi, j'aimerais ouvrir mon capital, on a 32 mairies qui sont actionnaires de cette SEM, j'aimerais, comment on fait si on veut mettre un peu les habitants autour de la boucle est-ce que c'est par une plateforme de crowdfunding où ils vont avoir quelques financements pendant 3 à 5 ans, mais ça reste… petit comme application, ou est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils sont autour de la table avec nous à décider et quelle part on leur donne, parce que s'ils ont un droit de veto, bah, nous ça va nous compliquer la tâche. Donc en fait en fonction de ça, en fonction de leur appétence à participer un peu, à laisser les gens prendre les décisions à leur place ou à partager la part du gâteau, bah, on trouve le modèle qui correspond le mieux. D'accord, donc vous avez la réponse à beaucoup de questions en fait. On essaye. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous ces projets qu'on estime vertueux, partagent beaucoup leurs ressources. Donc on a énormément de statuts à l'échelle française. On a sur notre site et puis sur le site d'énergie partagée beaucoup de statuts types, des business plans types, des pactes d'actionnaires, tous des termes qui font assez peur de premier abord. Mais en tout cas, quand les gens sont autour de la table et motivés, on trouve les ressources. Très bien. Merci pour cette présentation. De rien. Je vais demander à Alain Poirot, qui est juste à côté de vous. Vous êtes intervenu tout à l'heure. La présentation, peut-être aussi en quelques mots de Soliron. Dites-nous tout. Oui, bonjour. Donc Alain Poirot, président de Soliron, et également président de Lorraine Énergie Renouvelable. Oui, oui. Et, oui, donc la genèse de Soliron, justement, Mme Lepage disait tout à l'heure, agir. Oui, effectivement, ça évite d'avoir peur. C'est vrai. C'est vrai qu'à posteriori, si j'avais su sur tout ce qu'on a fait, sur pourquoi on a vraiment écopé et vraiment eu des problèmes, je ne suis pas sûr que je serais parti. Mais c'est pas grave, on est parti. Donc, comment on en est arrivé là? En fait, à Ville-sur-Iron, on a la chance d'avoir un festival du film documentaire sur la ruralité. C'est vrai. Où on aborde... Qui est une bonne cote, hein? Oui, très bonne cote, oui. Beau festival. Et on aborde la ruralité dans son ensemble. Oui. Donc pas simplement l'aspect agricole de la ruralité, mais également l'aspect social, l'aspect culturel, l'aspect énergétique, l'aspect aménagement du territoire. Et donc, dans la quantité de films que l'on reçoit tous les ans, en moyenne, on reçoit par an, on visualise entre 100 et 120 films, on en sélectionne entre 15 et 17. Eh bien, on avait, parmi ces films, des films qui évoquaient justement la transition énergétique des villages. Notamment à Burdignes, dans un village dans le Vent, où un village de 400 habitants ont arrivé à mettre en place une éolienne citoyenne. Donc on s'est dit, une éolienne, peut-être un peu gros pour nous, mais on s'est dit pourquoi pas autre chose. Et puis,
On a eu la chance d'échanger là-dessus avec Jean-Marc Gaulard, qui est le chargé de mission énergie au parc naturel de Lorraine, sur ça. Et il m'a dit, ah bah tiens, moi je reviens d'une formation en Rhône-Alpes avec les parcs de Rhône-Alpes, et on a vu justement les grappes photovoltaïques qui existent depuis 30 ans. Il est venu en réunion publique expliquer ce qu'était une grappe photovoltaïque. Et on s'est dit, bah, on va bien voir combien il y a de monde dans la salle. On était entre 40 et 50 personnes. Donc on s'est dit, bon, on y va. On lance le projet de créer cette fameuse grappe photovoltaïque à Ville-sur-Iran. Donc on a refait une réunion publique, là entre nous, pour expliquer ce qu'on pouvait faire, différents modèles économiques, hein, comme disait Sylvain tout à l'heure. C'est une société de projet, donc il faut forcément choisir un modèle. Et puis, de fil en aiguille, on va dire, ça c'était au mois de septembre 2017. Au mois de mars 2018, on a décidé de créer l'association qui allait aboutir sur la société de projet.
on parlait justement ce matin de ce barrage, qui n'est pas dans le périmètre du site H2V. Effectivement, il a été demandé par les services de l'État à ArcelorMittal Gandrange de faire des conduites pour les poissons ou de retirer le barrage. Enfin, il y a les deux choix. Voilà. Bon, fort heureusement, le projet H2V, par son ampleur, ne dépend pas de ce barrage, et les captages d'eau industriels sont incompatibles avec l'Orne. C'est-à-dire qu'il nous faut quelque chose de stable, et ça ne peut pas être ce barrage, parce qu'on ne peut pas se capter sur un barrage dont l'avenir est aussi incertain. Personne ne va investir sur un truc comme ça. Donc les poissons de l'Orne vont pouvoir franchir le barrage, quel que soit l'avenir d'H2V, quoi. Très bien. Merci pour la question. Oui, autre question. On va vous donner le micro, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour monsieur. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Bonjour à tous. Mathieu Didès, donc de GRDF. Je rebondis sur ce que Madame Lepage a dit. On a parlé beaucoup d'électricité, d'hydrogène. Il y a une troisième voie dans le cadre du mix énergétique. On l'oublie un petit peu, c'est dommage. Le gaz renouvelable, les gaz verts, ne sont pas évoqués aujourd'hui. Avec une externalité positive, avec le bio-GNV. On parle beaucoup de mobilité électrique. On sait que ça va être compliqué sur les transports lourds. Monsieur Supplisson, j'ai noté un très beau projet d'hydrogène dans 5-6 ans, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le bio-GNV, issu de la méthanisation, peut y répondre rapidement. On n'a pas forcément encore beaucoup de temps. Voilà une partie. Et après, on parle de méthanisation, de méthanation, power to gas. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 200 000 km de tuyaux de gaz dans le sol. C'est un excellent moyen de stocker l'électricité, parce qu'on appelle le power to gas. Donc moi, ce que j'avais envie de dire, c'est attention, effectivement, à bien parler de mix énergétique. Toutes les énergies sont bonnes, pas les unes contre les autres. Voilà. Et donc c'était ma petite réflexion, en tout cas. Mais vous avez bien fait. Et juste une petite question peut-être à M. Balland. Est-ce que dans vos projets, est-ce que la méthanisation fait partie aussi de ces projets? J'ai regardé sur le site internet, on parle beaucoup de photovoltaïque. Acceptation sociale, ça fait partie aussi de l'acceptation, peut-être pour faire émerger des projets de méthanisation qui, je le rappelle, comme sont plutôt vertueux. Merci. Merci énormément pour votre remarque. Je tenais le micro depuis 5 minutes, impatient qu'on me tende la perche. Vous m'aviez tendu la perche sur les filières, les types d'énergie. On a parlé électricité, hydrogène, on n'a pas parlé chaleur, on a très peu parlé de méthane. Je vais essayer de faire très court, mais en tout cas sur le bois énergie, ça peut être un modèle aussi de développement très intéressant, notamment pour les communes rurales qui ne seraient pas raccordées au gaz. Monter des projets de réseaux de chaleur qui sont aussi détenus par les citoyens, c'est possible. Comme d'habitude, nous, on se base sur ceux qui l'ont fait avant nous et on essaye de dupliquer le modèle et de l'appliquer au territoire. Donc on a des réseaux de chaleur, notamment à Lucinge, près de la Suisse, avec Forest ENR, une SAS, Société par Action Simplifiée, qui gère donc un réseau de chaleur avec de l'investissement citoyen dans le projet. Sur le méthane, il y a aussi des unités de méthanisation qui sont citoyennes. Donc c'est beaucoup de travail pour les agriculteurs pour mettre autour de la table aussi les habitants du territoire. Mais c'est clair que derrière, c'est beaucoup d'enjeux d'acceptabilité liés à la concertation qu'on va mettre avec ces acteurs-là tous autour de la table pour prendre des décisions. Et c'est à nouveau les habitants qui ont cette fois une part souvent minime dans le projet, mais assez décisive pour avoir des droits de vote. Qui permettent de dire le métier reste agricole, mais la prise de décision est partagée. Et là, vous pouvez regarder sur la carte d'énergie partagée, il y a 2 ressources très intéressantes, c'est 4 projets de méthanisation, je vais y arriver, qui sont citoyens, et il y a une charte qui est vraiment extrêmement importante à mes yeux et qui est totalement méconnue. C'est-à-dire que pour labelliser un projet citoyen, on donne des lignes rouges. On dit que par exemple, les habitants, acteurs locaux, SEM, communes doivent être majoritaires. On a quelques exceptions près, on peut ne pas être majoritaire si on a un droit de veto dans la gouvernance. Et par exemple, pour la méthanisation, c'est une filière qui est quand même assez décriée et qu'auprès des habitants, c'est difficile d'installer des nouvelles unités. Et bien cette charte, je vous invite à la lire et vous allez voir que si on aurait des unités de méthanisation qui se développent partout en France sous ce modèle-là, je pense qu'on serait tous très contents. Merci en tous les cas pour... Et on a bien noté aussi, par rapport à votre réflexion, le travail, pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, et le travail d'équipe. La force, elle est ensemble. Et ça, c'est important. Oui, est-ce qu'il y a une autre... Oui, je voudrais m'adresser à monsieur. La classification d'une usine à hydrogène, c'est quoi? C'est Céveso, c'est quoi? Parce que ça, c'est très important. Hein. On est bien d'accord, hein? Oui, on est d'accord. Il n'y a pas de stockage, donc c'est pas Céveso. Il n'y a pas de stockage d'hydrogène.
Une des grandes craintes, c'est l'effet Fukushima, c'est-à-dire la concentration d'une grande masse d'hydrogène dans un bâtiment, ce qui n'est pas possible. En fait, la production d'hydrogène se fait en continu, donc les gens qui viennent sont alimentés au fur et à mesure, il n'y a pas sur place, il n'y a pas de stockage d'hydrogène sur place. L'électrolyse se fait au fur et à mesure des besoins. C'est un process un peu comme les entreprises qui n'ont pas de stock. Voilà. Alors bon courage pour, comment dirais-je, au niveau des communes pour les convaincre. Certains, pas tous. Oui. En fait, vous pouvez aller voir vous allez voir sur cndp.fr, le site de la Commission nationale du débat public, où il y a des garants du débat public qui ont été nommés par le gouvernement, qui apportent leur garantie et leur crédibilité au débat. Et vous verrez toutes les questions qui ont été posées depuis 1 an et demi, et recouvrent très largement ce que vous dites, et visent à répondre à ces peurs. On installe en haut des usines une petite torchère, afin que toute fuite d'hydrogène puisse être éliminée. Il n'y a aucun danger. L'univers, au début, avant le Big Bang, c'était juste de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément naturel le plus répandu dans l'univers. Et donc, s'il y a une fuite d'hydrogène sur une usine, il y en a. Le process sidérurgique utilise de l'hydrogène assez massivement. Personne ne sait jamais. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'accident d'hydrogène à Gandrange un jour. Ouais. Et pourtant, ils utilisent massivement, toutes ces usines utilisent massivement l'hydrogène. Nous, on va rajouter un niveau de sûreté, c'est mettre une petite torchère qui fait que toute particule d'hydrogène qui serait susceptible de fuir de l'usine serait immédiatement éliminée par cette torchère. Donc on a vraiment mis, je dirais, ceinture, bretelles, casque lourd pour que les moindres risques soient éliminés. Et dans tous les débats publics qui ont été organisés, il y a eu 100% de satisfaction. Il n'y a aucun de nos sites où une association locale s'est constituée pour dire qu'il y a un grand danger. Oui. Non, personne n'a dit ça. Très bien. Merci pour votre question. Vous vouliez réagir ? Je voulais réagir justement à l'acceptabilité du projet hydrogène. Il faut juste savoir que l'hydrogène, ce que disait monsieur, il n'y a pas de risque, le gaz est beaucoup plus dangereux. On a bien juste à côté, je crois, à côté de Romba, on a une production air liquide. C'est bien de l'hydrogène stocké. Vous en avez dans les villes. Bien sûr, il y a une limite de protection à respecter. Mais en fait, l'hydrogène n'est pas dangereux en soi. L'hydrogène, comme je disais, avec une torchère, l'hydrogène part en fumée, j'allais le dire, mais voilà, ça va. Tandis que le gaz, lui, dès qu'il va à l'air, il explose. L'hydrogène n'explose pas. Voilà. En plus, je voulais revenir un peu à la méthanisation sur notre territoire. Nous avons une méthanisation bio, agricole, oui, qui produit du gaz, malheureusement en petite quantité. On va dans le réseau domestique, puisqu'il est en dessous de 90 millibars, 80 nanobars, pardon. Et nous avons un gros projet sur un retraitement de centrales, de traitement des ordures ménagères, oui, de grosses méthanisations, qui va lui aller dans GRT Gaz, donc dans la grosse conduite. Et c'est quand même un projet qui va chiffrer autour de 10 millions d'euros. Et bon, nous, les élus locaux, on porte ce projet et on avance depuis des années dessus. Voilà. C'était une réponse peut-être. Et une information importante, oui. Un point aussi par rapport à la complémentarité, en fait, c'est pas du tout il n'y a pas de concurrence. Nous, on a par exemple dans notre groupe un grand transporteur routier qui est pilote au niveau européen sur les camions à hydrogène. Il y a 3000 camions. Donc en fuel, en gasoil, un camion qui fait Dunkerque-Marseille aller-retour, c'est 4 pleins. Avec l'hydrogène, c'est un plein. Un plein et il est 4 fois moins cher. Donc en fait, c'est une division par 8 de la compétitivité des transports. Et en plus, de l'hydrogène vert sans CO2. Donc c'est pas... voilà, il y a un vrai modèle économique. Pour des plus petits transports locaux, des gens qui font 1 kilomètre, probablement que l'hydrogène ne sera pas adapté parce que vous n'allez pas avoir une station d'hydrogène chez vous. Peut-être que le véhicule électrique, le petit véhicule électrique de proximité en milieu urbain conservera, je pense, un modèle pour faire les petits déplacements urbains. Mais pour les grands déplacements, les trains, vous avez vu que les trains à hydrogène, on a le leader qui est Alstom, et qu'il y a des lignes non électrifiées qui retrouvent vie grâce à l'hydrogène. Vous prenez la ligne Tours-Chinon en Indre-et-Loire, qui devait être abandonnée parce qu'elle n'est pas électrifiée. Ben, ils ont mis dessus un train à hydrogène et maintenant cette ligne revit grâce à l'hydrogène. Et ça coûte beaucoup moins cher de mettre une pile à combustible que d'électrifier une ligne. Donc voilà. Donc il y a plein de modèles économiques qui retrouvent vie face à ces nouveaux mix énergétiques. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. On peut les applaudir. Merci et bravo.
Il y avait une dernière question. Ah, pardon, pas que j'ai oublié. Ah bah oui, c'est parce que vous étiez trop haut, on ne vous voit pas. Merci. Présentez-vous. Alexandre Folmer, chef de projet au sein du pôle Hydréos. Donc, en plus, oui. Voilà, il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Oui. Hydroélectricité, continuité écologique des cours d'eau, électrolyse de l'eau, donc ça super. Juste pour continuer à apporter une pierre à l'édifice pour la chaleur, notamment tout ce qui est récupération de chaleur fatale, ça c'est aussi un sujet très important. Et ce qui est d'autant plus important, c'est qu'on peut agir à différents niveaux. Déjà au niveau du citoyen, où chacun peut récupérer la chaleur produite lorsqu'on prend une douche. On utilise de l'eau chaude, donc on peut réinjecter, réutiliser la chaleur, la valoriser. Au niveau des collectivités, c'est tout ce qui concerne les stations d'épuration à énergie positive qui se développent de plus en plus. Comment aussi valoriser la chaleur au niveau des grosses canalisations d'eau usée. Et enfin, au niveau des sites industriels, comment récupérer, valoriser la chaleur fatale qui est utilisée pour les process et habituellement non utilisée et qu'on peut réutiliser, notamment la vapeur d'eau. Donc c'est aussi des sujets qui, sur le territoire de la CCPOM, peuvent avoir un intérêt important. Complètement. C'est important que vous donniez ce complément d'information. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site d'Hydréos directement. C'est hydreos. Comment ? .fr, voilà, hydreos.fr. Vraiment, la défense de l'eau, la qualité de l'eau. J'ai eu la chance et le bonheur de travailler sur les changements climatiques en Alsace avec Hydreos notamment, et c'était un vrai bonheur. Merci pour le complément d'information. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas que j'oublierai quelqu'un, ce serait dommage. Et nous allons terminer avec l'alimentation durable. Vous avez une question? Je suis toujours très bavard, alors j'en profite. Vous avez une petite minute. Sur les enjeux économiques des projets ENR, et la SEDEGER a dû en prendre conscience, et c'est pour ça que cette SEM a dû se créer sur le territoire. On estime, dans les projets citoyens, vu que je presse pour ma paroisse, oui, que pour 1 euro investi dans un projet d'énergie renouvelable citoyen, ça génère 2,5 euros de retombées économiques, et retombées économiques locales. Et donc ces enjeux-là aussi pour les territoires, ça encourage élus et habitants à s'emparer de ces moyens de production. Voilà. Ouais, c'est important aussi à dire. Et vous avez un complément? Un tout petit complément, oui. Je suis très rapide. Ce que disait Mme Lepage par rapport à la nécessité de se réapproprier l'énergie localement et éventuellement, effectivement, se monter en régie pour redistribuer, choses comme ça. Il y a aussi l'importance, elle est simple, c'est que quand vous consommez chez vous 1 kW d'électricité, au niveau de la centrale, vous en avez produit 3,3. Donc ça veut dire que vous avez 2,3 kW qui sont perdus dans les transformateurs, dans les câbles. Ouais. Donc ça aussi, pas oublier que quand on produit, l'électron est très feignant, il va sortir de la centrale de production et il va revenir très rapidement là où il va être demandé le plus court possible. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, pas oublier que l'énergie qu'on économise, c'est celle qu'on ne produit pas, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Des applaudissements. Et bon vent. Non ? À tout à l'heure, puisqu'on pourra échanger lors du cocktail où vous pourrez déguster des insectes de la région. Vous allez vous régaler. Et je rigole pas. On termine avec le thème de l'alimentation durable, Madame Lepage. Je demande à Yannick Poinsignon, créateur fondateur des Vraqueurs, Étienne Stock, qui est le président de la Banque alimentaire, Martine Cordel de me rejoindre de la ferme de l'Alliance en Moselle, à Evendorf, si je ne m'abuse d'ailleurs. Ils vont s'installer sur la Seine. Bonjour à vous. 13% consomment du bio tous les jours, c'est encore peu. État des lieux déjà avec ces images.
Et voilà, l'alimentation durable, à l'heure où, bah oui, peut-être les estomacs commencent à grouiller. Vous travaillez sur un projet d'ouverture, Yannick Poinsignon, d'épicerie connectée sous forme drive-in zéro déchet, c'est-à-dire, alors moi j'ai déjà regardé beaucoup de choses, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de faire ses courses en ligne, comme un drive classique. À la différence, c'est que, alors j'ai regardé aussi parce qu'il y a plusieurs exemples, les produits sont essentiellement issus, voire 90%, de l'agriculture biologique, c'est ça ? C'est ça. Alors déjà bonjour tout le monde et merci d'être là pour cette dernière table ronde. Alors c'est vrai que c'est un concept d'épicerie connectée, c'est pas hyper courant en tout cas pour le moment. L'idée c'est de pouvoir faire ses courses comme sur un drive classique en grande distribution, à la différence près qu'on propose des produits sur un territoire plutôt local et plutôt bio, oui, sans emballage jetable. Donc oui, l'idée c'est de faire ces courses en fait principalement dans des contenants consignés. Donc c'est une manière de réduire tout simplement de manger bien, mieux, et en plus de faire attention à la planète et de réduire son Moi je trouve ça génial. Carbone. Comment est-ce qu'elle est née l'idée ? En fait, c'est parti de deux réflexions. La première, c'était plus ma réflexion à titre perso, c'est-à-dire que j'avais un projet qui germait un petit peu d'entreprise, mais j'avais pas spécialement envie de faire une épicerie de fruits et légumes un peu classique. Donc je laissais, on va dire, ce projet en gestation. Et en parallèle, je voulais aussi que ce soit un projet, on va dire, collectif, qui serve le plus possible. Et en fait, quand je suis tombé sur une vidéo du Drive tout nu à Toulouse en 2018, oui, qui est, on va dire, le premier drive en France, voire au monde, sur ce système de fonctionnement, ça m'a complètement séduit et c'est là que je me suis dit, bon bah ok, allons-y. Alors on va reparler de cet exemple qui a été un des premiers, mais le projet s'appelle les Vraqueurs. Les Vraqueurs. Pourquoi ? En fait, c'était la contraction de... C'est tout, voilà, oui, c'est ce que je me doutais. Et du poker et pour être juste bien référencé sur les moteurs de recherche. Voilà. Vous serez à 15 km de Metz, j'ai noté à Marange-Sylvange, c'est ça ? À Marange-Sylvange, c'est ça. Ouais. Et alors, quand vous avez vu Toulouse, justement, vous dites on peut rentrer un petit peu dans les détails. Est-ce que ça a été un déclic ? Est-ce que vous avez fait, puisqu'ils sont ouverts depuis 2019, ouais, hormis l'année Covid qui a été peut-être une année, quoique ça a été une année à mon avis porteuse pour l'alimentation, on pourra y revenir d'ailleurs, le climat, le contexte à mon avis est plutôt porteur de se dire qu'on a envie encore plus de manger mieux et d'aller chez son petit commerçant plutôt de consommer n'importe quoi. Est-ce qu'il y a, entre 2019 et aujourd'hui, justement à Toulouse en exemple, c'est quoi leurs chiffres ? Est-ce qu'ils travaillent bien ? Quels sont leurs résultats ? Est-ce que vous prenez connaissance de ce qu'ils font régulièrement ? On a un peu discuté en 2019, justement, donc à peu près un an après leur démarrage. C'était assez succinct, on va dire, parce que ça a été quelques échanges par mail. En fait, ils étaient extrêmement sollicités, donc compliqué de se rendre sur place et de prendre un vrai temps d'échange, on va dire, qualitatif. Mais pour le coup, ils ont réussi à mobiliser des partenaires, à lever des fonds, à créer un système de franchise. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, ils sont au 5e Drive tout nu qui est en ouverture. Et surtout, ils ont réussi à passer un petit peu la frontière du sud, puisqu'ils se sont implantés dans le nord, du côté de Lille notamment. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt un modèle, on va dire, qui est pérenne et qui est prospère. À savoir qu'il y a quand même beaucoup de projets de drive zéro déchet qui se montent depuis 2 ans. Alors, j'ai évidemment pas connaissance de tous les projets, mais il y a quand même ces dernières semaines et ces derniers mois quelques retours un peu négatifs, quelques fermetures de magasins qui peuvent s'expliquer au cas par cas, soit par des études de marché qui n'ont pas été très très poussées, soit par une temporalité qui est juste pas la bonne. Voilà, les gens sont passés peut-être un peu à autre chose et l'effet un petit peu consommation locale, bio a eu un petit effet de mode qui est passé. Enfin, voilà, il y a des raisons. Moi perso, je trouve qu'il n'y a pas d'effet de mode là-dessus. C'est à mon avis quelque chose qui ne se fera que, je l'espère, prendre de l'ampleur parce qu'on a envie de consommer. Il vaut mieux manger moins, mais mieux. On est complètement d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que sur l'ensemble, un petit peu, je suis quelques groupes, notamment sur Facebook, de porteurs de projets sur le zéro déchet. Ouais. Et ça équilibre un petit peu ces belles histoires, par exemple du drive tout nu, voilà, où il y a un peu de tout aussi, quoi. Vous aviez étudié le marché en vrac auparavant ? Ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. Ouais. Donc, études, donc chiffres, présentation générale du marché du vrac, c'est parce que je suis allé sur plusieurs sites et il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés pour monter effectivement ce style de choses que vous allez faire. Ça ouvre quand d'ailleurs Alors si tout va bien, ça ouvre début 2022.
Voilà. Là, on est donc vraiment c'est sur très très proche. C'est ça. Ouais. Quelles sont les spécificités d'un fonctionnement du drive zéro déchet? On va dire la grosse valeur ajoutée, c'est qu'on essaye de lever un petit peu les freins autour du vrac et autour du zéro déchet, donc de se dire c'est pas hyper hygiénique, c'est contraignant, faut ramener ses bocaux, etc. Donc là, on a un système de lavage sur place justement pour les contenants. C'est nous qui fournissons les contenants aux utilisateurs. D'accord. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de surcharge sur la consigne, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'absorber ce prix de la consigne parce qu'on fait aussi le pari de se dire que les clients et les gens vont jouer le jeu et ne vont pas spécialement soit conserver des bocaux chez eux ou soit les casser à tour de bras. Enfin, voilà, on se dit que c'est aussi une manière de faire un pas vers les gens et de les prendre aussi un petit peu par la main. Parce que l'enjeu de ce projet, c'est de casser finalement ces habitudes de consommation pour la plupart, parce qu'ils ont des circuits d'achat qui sont vraiment hyper segmenté, ça va être la grande distrib, ça va être du primeur, mais par exemple du primeur à grande échelle type Grand Frais, et ça peut être plein d'autres enseignes, mais c'est de se dire, ok, nous on est là aussi, on arrive avec une offre, et voilà ce qu'on vous propose, avec les avantages que ça peut avoir pour vous. Et c'est faire ses courses exclusivement dans des bocaux, c'est ça hein? C'est ça. Voilà. Parce que, pourquoi les bocaux? Parce que on mise aussi sur le réemploi, et donc quand on parle du non jetable, il faut mettre en face le réemploi, parce qu'il y a beaucoup de textes aussi et de cadres un petit peu législatifs qui vont aussi dans ce sens. Je pense que ce n'est pas l'idée de tous les énumérer, mais en tout cas, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui. Et par exemple, si on met en face un bocal et un sac craft, ça n'a pas la même rentabilité, on va dire. Donc, pour qu'un sac craft soit bien utilisé, il faudrait l'utiliser une vingtaine de fois. Et je ne suis pas convaincu que les gens aujourd'hui réutilisent une vingtaine de fois leur sac craft à la maison. Et vous avez déjà fait une liste, et je me doute qu'ici, alors c'est pas parce que j'aime particulièrement le Grand Est, mais c'est la vérité, vous avez des producteurs locaux qui sont quand même exceptionnels, donc vous avez de quoi faire. Il y a une petite liste assez fournie, assez sympa effectivement de producteurs. Si on parle de fruits et légumes, j'ai identifié la ferme de Domangeville par exemple, les coteaux à Nord-Walveneur qui sont vraiment tout près de la zone de Marange. Il y a aussi un primeur bio, Val-de-Moselle, les jardins du Val-de-Moselle aussi à Devant-les-Ponts. Il y a un primeur bio qui travaille depuis une dizaine d'années, qui est sicilien, qui s'appelle Strada Sicilia à Ancy. Oui. Qu'est-ce que j'avais noté? La brûlerie des Récollets à Longwy, et par exemple la conserverie locale aussi à Metz. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter avec la banque alimentaire. Je les ai eus d'ailleurs dernièrement sur un événement. Oui, c'est étonnant. En plus, le projet tel qu'il avait au départ et aujourd'hui, oui, c'est des très beaux exemples. Donc comme quoi... Voilà. Oui, et de fortes chances que ce soit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle d'alimentation durable, mais ça englobe cette thématique d'économie circulaire. Puisque, la banque alimentaire récolte des invendus auprès des grandes surfaces et des points de grande distribution. La conserverie locale va transformer ces invendus et va en faire tout simplement une nouvelle matière. Et moi, je vais être là pour les distribuer, les proposer à la vente. Donc voilà, on est vraiment dans un circuit assez vertueux finalement. Manger mieux, avec le planning serré aussi, on commande en ligne, il y a le côté très pratique, et ça pour les mamans, les jeunes papas, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus, et pour avoir travaillé 3 ans en magasin bio, je peux vous dire que les gens ne sont pas spécialement contents d'entrer dans un magasin pour faire des courses, passer du temps devant le rayon, devant la caisse, de mettre les articles sur le tapis, de les remettre dans le caddie, etc. Donc c'est vrai que le système du click and collect et du drive, c'est presque, moi ce que je vois, le seul avantage du Covid, ça a été ça, c'est de se dire qu'il y avait d'autres manières de consommer, et notamment sur cette partie click and collect. Et ça permet tout simplement de se libérer plus de temps pour sa famille, pour ses amis, pour soi, pour jardiner, pour cuisiner. Enfin, voilà. Exactement. La Covid a au moins servi à ça. Au moins ça, quoi. Je résumerai en disant, je ne sais pas si c'est bien résumé, Madame Lepage, mais qu'on va finalement, dans beaucoup de domaines, et heureusement dans des domaines aussi importants que ce qui est l'environnement, l'écologie, on peut trouver tous les termes, mais en tout cas l'univers vert, on va à l'essentiel. Et ça, c'est heureusement que finalement, dans le malheur, on dit toujours qu'après un tsunami, il y a la reconstruction, c'est la vérité. Merci beaucoup. Alors, quand est-ce que vous inaugurez, qu'on vient manger, je clique sur Internet, et c'est quand? Je ne vais pas me lancer sur une date, mais janvier 2022. Voilà. Bon. Donc on pourra venir avec la galette des rois. Avec plaisir. Voilà. Étienne Stock, il est utile de développer avec vous la consommation alimentation.
Qu'est-ce qu'une banque alimentaire au cas où on ne saurait pas? Alors, je crois qu'on est dans le concret de ce que peut être une économie circulaire et j'ajouterais solidaire. Oui. Une banque alimentaire, la première en France, a été créée en 1984 à Paris. Et nous-mêmes, la Moselle, en 1985. Il y a donc tout juste 36 ans. C'était en novembre 1985. Une banque alimentaire, pour faire simple, c'est une association d'associations, associations caritatives, CCAS, épicerie solidaire, qui s'adresse aux personnes et aux familles en difficulté, en précarité alimentaire. Oui. Notre principe, il est simple, il repose sur le don gratuit et le partage. Concrètement, une banque alimentaire, nous sommes 79 en France, oui. Nous fonctionnons tous de la même manière, donc en Moselle, nous allons tous les matins, avec des camionnettes frigorifiques, faire ce qu'on appelle dans notre jargon la ramasse. C'est-à-dire que nous allons dans les commerces de proximité, les grandes et moyennes surfaces, nous avons une dimension départementale, et nous allons chercher ce que ces magasins ont retiré de leur rayon en denrées et produits alimentaires, soit parce qu'ils ne sont plus vendables en l'état. Je prends l'exemple d'un carton de yaourt qui a été ouvert, qui est éclaté, et en tant que tel, il ne peut plus être vendu, mais les produits qui restent sont tout à fait consommables. Ou des pommes qui tombent, et puis elles sont abîmées. Voilà. Oui. Ou alors des produits qui arrivent à date terme de consommation. Oui. Et ces commerces, plutôt que de les jeter comme cela se pratiquait malheureusement il y a quelques 10-15 ans, on se souvient tous de cette époque, j'allais dire, qui était vraiment négative, où on déversait des produits genre eau de Javel sur les conteneurs d'ordures pour que les personnes en difficulté alimentaire ne viennent pas fouiller et s'alimenter avec ces produits jetés. Nous les recevons, nous les trions, nous les redistribuons très vite en tenant compte des dates de consommation à nos associations membres pour qu'elles-mêmes les distribuent aux familles et aux personnes qui les accompagnent. Oui. Et j'insiste sur ce terme « accompagne », parce qu'on n'est pas dans une distribution automatique, dans un distributeur d'aide, comme pourrait l'être le chèque alimentaire qui est actuellement en discussion et en projet. Oui. Il y a un travail social d'accompagnement des personnes bénéficiaires qui sont faits par les associations membres de la banque alimentaire. Je crois que c'est vraiment là l'illustration de notre devise. Ensemble, aidons l'homme à se restaurer. Oui. Se restaurer, ce n'est pas seulement pouvoir se nourrir, c'est bien plus que ça. Ça prend en compte toute l'intégralité de la personne, dans sa dimension humaine, dans son respect, dans sa dignité, dans le rétablissement ou la redécouverte de ses droits au logement, à l'emploi, à la santé, sa place dans la société. Donc ça participe, j'allais dire, au maintien d'une personne dans notre société d'aujourd'hui. Oui, oui. Votre action est très forte sur le territoire de Moselle. Est-ce qu'il y a quelques chiffres que vous voulez donner? Vous accompagnez très rapidement, pour vous donner un exemple concret, et notamment sur ce territoire de la CCPOM. Nous avons donc une dimension départementale. Nous fonctionnons avec 2 salariés seulement et une 60aine de bénévoles. Les gilets oranges, comme on les appelle dans notre jargon, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de vêtements pour l'illustrer. Ce n'est pas les gilets jaunes, bien qu'on ait eu beaucoup de gilets jaunes qui, il y a 1 an, 2 ans, ont bénéficié du soutien alimentaire apporté par nos partenaires. Ça n'a rien à voir non plus avec le MODEM. Je précise que nous sommes une association apolitique et non confessionnelle. Donc on est là pour aider toute personne, quel que soit son statut, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, sa nationalité et ses croyances. On est là pour apporter une aide à tout le monde. Vous n'êtes pas là pour juger, mais vous êtes là juste pour aider. Alors quelques chiffres en termes de résultats, avec une quarantaine de magasins dans toute la Moselle, dont 11 sur le territoire de la communauté de communes du Pays Orne-Moselle, dans 7 des 13 communes. Nous avons en moyenne chaque année récolté 1400 tonnes de denrées qui sont ainsi sauvées du gaspillage alimentaire. Cela profite à 12 000 personnes. Et ça représente
plus de 2 millions de repas sur l'année. Ouais. Donc c'est impressionnant comme chiffre. On ne s'imagine pas le travail de fourmi que cela représente pour arriver à de tels résultats. Ouais. Et ça, c'est que nous, la Banque alimentaire, à côté de nous, il y a bien sûr les Restos du Cœur, j'allais dire, oui, il y a le Secours populaire, il y a d'autres associations qui font des maraudes et qui apportent des produits alimentaires en secours aux personnes. Donc on peut imaginer le poids de cette solidarité dans le lien social dans notre société française. Valorisation des surstocks, contre le gaspillage, je trouve ça admirable. La valorisation des déchets végétaux aussi, en lien avec GRDF et la filière agricole d'ailleurs, pour reprendre une idée de Madame Lepage qui était intéressante, qu'on ne connaissait pas. Alors on a dans ce cadre-là, je parlais d'économie circulaire tout à l'heure, le souci d'éviter le gaspillage. D'abord, nous-mêmes, on est contraints à un impératif de rigueur sanitaire et d'hygiène des aliments qu'on distribue. On est contrôlé par les pouvoirs publics, Agrimer, les anciennes laboratoires des services vétérinaires ou de la protection des populations. Et on a chez nous des personnes qui sont spécialement formées pour respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire qui sont imposées par le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture. Donc on s'inscrit là aussi, on est reconnu par les pouvoirs publics comme étant habilité à faire cette distribution alimentaire. D'accord. Et les produits qui ne sont pas vendables en l'état, plutôt que de les jeter et, j'allais dire, d'être dans un système qui n'est pas génial, on les valorise de 3 manières. D'abord avec la conserverie locale que vous avez citée tout à l'heure, et à qui on donne des produits qui peuvent être reconditionnés. Ou quand on a trop de, par exemple, les fraises, en période de pleine production. Il est évident que quand on a des commerces qui nous donnent des fraises qui ne sont plus tout à fait présentables, qui commencent à couler, mais qui sont encore, j'allais dire, qu'on peut reconvertir en confiture ou en sirop, la conserverie sait faire. Pareil pour des fruits secs. Pareil pour des fruits et légumes qui peuvent faire des soupes, qui peuvent faire des tapenades. Donc j'ai amené ici, d'ailleurs, vous l'aurez tout à l'heure sur le buffet, vous pouvez vous en servir, vous les emmenez chez vous, un exemple de tapenade qui est fait par notre conserverie locale, notre partenaire. Ensuite, nous avons aussi des végétaux et des fruits que nous donnons à des fermes pédagogiques, à des fermes d'élevage, à la SPA. À un moment même, on le donnait aux eaux d'Amnéville. Bon, pour des raisons qui leur sont propres, ils ont préféré utiliser d'autres ressources. Mais il y a toujours possibilité pour nous de revenir vers eux pour leur donner ces fruits et légumes. Et au bout du bout, ce qui nous reste, on va chercher à développer un petit apport, un peu comme le colibri qui apporte sa part, à la méthanisation. Donc avec GRDF, on les rencontre la semaine prochaine. On va essayer de voir, parce qu'ils ont fait savoir par voie de presse qu'ils étaient aussi inscrits dans cette démarche de partenariat avec la profession agricole dans un périmètre de proximité, l'aide au développement de la méthanisation. Donc si on peut s'inscrire et apporter nos produits, c'est autant de moins qu'on amène, j'allais dire, à la benne à ordures. Exactement. Et un dernier point, Étienne, un projet de création d'un atelier de mie de pain. Ça, je trouve ça génial. Alors, là aussi, on a beaucoup de pain, des baguettes, du pain coupé, de la viennoiserie qui nous sont rendus par ces commerces. Notre idée, c'est de mettre en place, encore si l'étude économique le confirme, un petit atelier de confectionnement on va dire, de chapelures, qui peut être soit proposé comme tel avec un ensachage simple pour être utilisé chez soi à domicile, soit proposé à des filières d'élevage de poules ou d'autres animaux comme complément alimentaire. Là aussi, notre souhait, c'est d'éviter d'avoir des produits qui se perdent, qui ne sont pas utilisés et qu'on peut proposer à d'autres sous une autre forme. Bravo. Bravo vraiment pour ce que vous faites. La nécessité de préserver. Je reprends, ça s'applaudit. Je reprends parce que j'ai lu beaucoup de choses sur ce que vous m'aviez envoyé par mail, l'Homo solidarus, voilà, faire référence au supplément d'âme. Ça, c'est important et vous y tenez. Oui, c'est vraiment notre dimension, j'allais dire la troisième dimension dans laquelle on s'inscrit dans tout projet de développement durable. Il y a l'économique, il y a l'environnemental, et il y a le social. Alors moi je dis plutôt la solidarité. Exactement. Bon, je crois que c'est très important de préserver cette
cette valeur dans l'esprit de nos partenaires. Les associations, il n'y a pas de souci. Les Mosellans, je pense qu'on a toujours, à chaque fois qu'on fait une collecte, les Mosellans qui sont au rendez-vous et qui nous aident tous les ans. En fin novembre, on fait une collecte. Nous-mêmes, on arrive, grâce à ce qu'on fait dans une centaine de magasins, avec toutes nos associations partenaires, à collecter 1400 tonnes. C'est impressionnant, c'est incroyable. Et on voit bien que la solidarité est encore une fibre qui fait vibrer les gens. Donc notre souhait, c'est de maintenir cette flamme. Et bien évidemment, ici, on a fort, à juste titre, parlé de la préservation de nos ressources, de la sauvegarde de notre environnement, du sauvetage de notre planète. Mais je crois qu'il est très important aussi que dans ce cadre-là, on cherche à préserver ce que j'appelle l'homo solidarus. Pour que ce lien social perdure et qu'on n'oublie pas, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'on joue collectif et que l'humain doit rester au cœur de nos projets. Et moi, ça me fait penser à ce que j'ai appris, c'est peut-être une seule chose que je me souviens de quand j'étais au lycée et qu'on avait des cours de philo, à ce que disait Henri Bergson quand il parlait de supplément d'âme. C'est ça. Je crois qu'on est vraiment là, dans cette démarche qui consiste à dire ce qu'on fait, c'est pas pour soi-même, c'est pour d'autres. Et ce qu'on fait, c'est pour les aider à vivre, à survivre, malheureusement, quelquefois aussi, mais à exister en tant qu'hommes et femmes. Donner du sens à ce que l'on fait. Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. Martine, c'est un magnifique exemple, ce projet. Alors, bien sûr, ce que vient de dire Étienne, mais les vraqueurs aussi. Vous êtes quête séduite. Ah oui, tout à fait. Enfin, pour prendre là ma casquette, parce que je reviendrai sur les autres, d'associés du magasin de producteurs La Yotte, on a des gens qui viennent aujourd'hui, alors nous on les appelle les clients tupperware, donc ils viennent avec leur pot, leur tupperware, et ils ne veulent absolument pas de papier. Donc on en voit, je pense que sur le magasin, il y a 10-15% de gens qui sont déjà dans cette démarche. C'est pas mal. Présentation peut-être de votre ferme, justement, de votre endroit. Je sais que vous souhaitez évoquer l'offre locale, circuit court, c'est important. Et je pense que vous êtes complètement d'accord avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette malheureuse punaise de pandémie, elle a au moins été dans un bon sens, peut-être sur ce côté, en tous les cas, alimentation, fortement. Oui, on peut en revenir. Donc moi, en fait, là, je suis là à deux titres. Hein. J'ai la casquette de vice-présidente de Chambre d'agriculture, avec donc une image départementale. Et puis, je suis agricultrice donc, à Evendorf, c'est tout près de Sierre-les-Bains. Alors, pour décrire juste la ferme, donc c'est une ferme de l'Alliance, parce qu'on est en fait 6 agriculteurs rassemblés dans un GAEC. On est aujourd'hui 6 agriculteurs et 6 salariés. Donc on est 12 familles à vivre juste sur la partie exploitation. Puis après, il y a la partie magasin. Donc sur la partie ferme, on fait du lait, de la viande, des céréales, des protéagineux. On fait de l'accueil à la ferme via la ferme pédagogique. On fait également des chambres d'hôtes, du photovoltaïque et de la méthanisation. Donc moi, je suis sur tous les panneaux. Oui. Et donc, du coup, nous avons... alors nous, on n'est pas en bio, on est en agriculture de conservation. Alors, 2 petits mots sur l'agriculture de conservation. Il s'agit en fait d'une agriculture sans labour et avec des sols couverts toute l'année. Et en fait, on ne passe pas en bio parce qu'on devrait retourner au labour. Et voilà, ce n'est pas un truc qui nous passionne parce qu'on a fait revivre nos sols. Et repartir en labour, ben, ça les ferait mourir parce qu'on n'est pas encore... Il faut qu'on apprenne entre le bio... En fait, nous, on veut aller naturellement, il faudra du temps, vers le bio naturel. Mais couper court à la dimension qu'on a pris jusqu'à présent, c'est pas notre... voilà, c'est une autre façon de voir les choses. En tout cas, pour la partie animale, elle est complètement autosuffisante. On a tout ce qu'il faut sur la ferme pour les alimenter. On est donc aussi on est en énergie complètement positive puisque on consomme, on produit beaucoup plus qu'on ne consomme. D'accord. Et on a parlé de captation de carbone. Je crois que l'agriculture est une voie royale en ce domaine. Et pour la partie donc que je dirais plus départementale, aujourd'hui on a, quand on installe 50 jeunes dans le département, il y a à peu près 2/3 qui s'intéressent à une diversification et plus particulièrement dans le domaine du circuit court. Donc c'est de bonne aubaine et on a la chance d'être agriculteur dans un département avec 1 million de consommateurs. C'est une chance pour nous parce que le département voisin
Les Meusiens, ils viennent dans notre magasin de producteurs. On est associé, donc, on est associé au magasin de producteurs qui n'est pas très loin d'ici, à Ailly-sur-Moselle. Et on a une 50aine de producteurs, dont des Meusiens, qui sont bien contents de venir vendre leurs produits en Moselle parce qu'il faut vendre là où il y a des clients et des consommateurs. Alors, il y a les offres locales, mais il y a aussi la restauration collective. Alors, dans les offres locales, je veux dire, il y a les magasins de producteurs. Aujourd'hui, on est quand même un des départements sur le Grand Est à en avoir le plus. Oui. On a 6 magasins de producteurs qui sont répartis sur le territoire, hein, en partant de Sarrebourg, en passant par Saint-Avold, par Auny, par Montois-Flanville, Layotte, Bassam. Donc là, on a déjà un noyau de producteurs. Ça concerne plus de 200 agriculteurs qui fournissent ces magasins. On a également, depuis le confinement, mis en place des drives. Oui. Donc Drive Fermier Moselle, hein, peut-être des gens qui connaissent, avec 4 sites de retrait sur Metz, un sur Sierck et un sur Bitche. D'accord. Et ça s'est mis en place très rapidement au moment du confinement parce que les agriculteurs, ils avaient des produits frais, il n'y avait plus de marché, ils ne savaient plus où aller. Et donc, avec la Chambre d'agriculture, on a mis en place ces drives fermiers qui ont eu beaucoup de succès pendant le confinement. Une opération qui devait être éphémère, dure, parce que le consommateur en réclame et les producteurs, c'est une voie en plus dans leur panel de marché, quoi. Donc là, on travaille aussi sur... on a parlé tout à l'heure de mobilité. Sur Metz, il y a une expérience qui va se mettre en place. On distribue, par exemple, à un endroit et des coursiers à vélo vont distribuer au centre-ville sans que les gens se déplacent. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Donc, et puis, quelque chose qui prend aussi de l'ampleur de plus en plus, c'est des casiers, soit chez les agriculteurs, soit devant les magasins, pour qu'à toute heure du jour ou de la nuit, les gens puissent aller se servir. Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une nouvelle consommation, et je crois que c'est important, c'est des modes de consommation qui changent. On a dit qu'il fallait effectivement manger moins et mieux, mais aussi comment ne plus aller faire des courses pendant 2 heures, etc. Oui. Pour les jeunes couples, entre autres. Pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, vous allez à vélo leur porter le petit panier avec ce qu'il faut, ça c'est formidable. Voilà. Oui. Alors je sais qu'il y a quelque chose que vous vouliez évoquer aussi, parlant de la loi Egalim qui a été mise en route en 2018 avec des ajustements, puisqu'il y a la loi maintenant Egalim 2, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Le texte qui prévoit une meilleure rémunération des producteurs a été définitivement adopté par les sénateurs, bien qu'il vise avant tout les agriculteurs. Certaines dispositions vont aussi concerner les industriels. En gros, résumons, ce qui est important, c'est que les producteurs soient correctement rémunérés. Eh bien, de toute façon, si les agriculteurs retournent vers du circuit court, c'est pour faire de la plus-value sur leurs exploitations, parce que dans le circuit long, on ne s'y retrouve pas. Oui. Juste un petit exemple pour mon cas. Bien sûr, personnel. Au contraire. Aujourd'hui, on fait du lait sur l'exploitation. On ne le valorise pas pour l'instant en circuit court. Ça risque d'arriver. Mais pour l'instant, on ne le valorise pas en circuit court. Aujourd'hui, la méthanisation, on fait plus d'argent à faire de l'électricité avec le fumier des vaches, avec le fumier des vaches qu'avec le lait qu'on produit. C'est quand même... Aujourd'hui, on produit du lait pour faire du fumier, pour faire de l'électricité, pour être valorisé, pour avoir du revenu sur nos exploitations. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le système. Oui. Pour ce qui est de la loi Egalim et de la restauration collective, parce que les deux choses sont liées. Exactement, oui. Sont liées. Aujourd'hui, on est en train de s'organiser au niveau des chambres pour répondre à cette demande, parce que vous le savez, la restauration collective, c'est souvent les cantines dans les collèges, c'est le périscolaire. Et là, on peut y rentrer, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des appels d'offres. Donc là, on est en train de s'armer et on a accompagné des communautés de communes au niveau de la Chambre d'agriculture pour pouvoir répondre à ces appels d'offres en les sectionnant. C'est-à-dire que quand il y a un appel d'offres pour une cantine sur un certain nombre de produits, on peut diviser cet appel d'offres pour pouvoir répondre à un agriculteur local qui aurait la possibilité de produire les pommes de terre, de produire le yaourt ou la viande. Et aujourd'hui, c'est
Il faut savoir le faire pour pouvoir rentrer dans cette démarche. Et je pense que là, dans ces lieux surtout, parce que c'est pas facile de rentrer dans les crèches et dans tous ces endroits. Et il vaut mieux que nos enfants mangent des vraies carottes et des vraies tomates qu'après ils savent même plus la forme que ça a. Oui, c'est la vérité. Voilà. Et puis la saisonnalité pour nous c'est un maître mot, hein, que ce soit obligatoire. Voilà. Et donc là il y a vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut savoir aussi qu'en agriculture il faut qu'on s'organise, parce qu'aujourd'hui le circuit long ça ne dépend pas forcément du département, et il faut qu'on adapte nos outils, la logistique, la transformation. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont végétariens, et bon, je n'ai pas de problème avec ça, oui. Mais on a besoin d'outils. Aujourd'hui, on a un abattoir sur Metz qui s'appelle Charal, qui n'abat plus pour le local. Donc, on est obligé d'aller sur Sarrebourg, faire 150 km. Bon, là, le carbone... Oui. On a dans les tuyaux, ça fait déjà un moment, on a dans les tuyaux un abattoir de proximité. Alors, les éleveurs ont mis des billes, les Comcom ont mis des billes, tout le monde le veut, mais personne ne le veut sur son territoire. Alors, certains l'appellent... Et pour quelle raison ? Des projets Puma, vous savez, projets utiles mais ailleurs. Ouais, oui. Non, mais c'est quand même... Mais c'est le maillon faible. On a besoin de cet outil pour faire du local et du circuit court, et on ne peut pas l'avoir. Donc, bon, là, on a commencé, enfin, je pense que là, le permis a dû être déposé fin septembre, mais il faut encore 2 ans pour le monter, et derrière cet abattoir, eh ben, il y aura la découpe, il y aura la transformation, et la conserverie. Vous avez parlé de conserverie. Alors, cette conserverie, on la connaît bien, parce que tous nos agriculteurs sur le département travaillent avec elle pour modifier les invendus. Mais il nous faut la même chose en termes de viande, proposer des plats cuisinés, etc. C'est aussi dans l'air du temps. Donc c'est ce qui va dépendre d'un outil comme un abattoir. Alors l'abattoir, c'est peut-être la partie la plus difficile à admettre, mais sur un territoire, il faut, tout à l'heure quelqu'un disait, il faut de l'économique, il faut pas seulement des résidences, et ça les gens s'en rendent plus compte, quoi. Bon, ça deviendra, il y a les bons vœux qui arrivent, il y a la nouvelle année qui arrive, ça sera plus Puma mais Pumi. Voilà. Ici, le I de ici, et pas d'ailleurs. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose avant que peut-être il y ait des questions qui soient posées dans la salle? Écoutez, je pense que vous avez fait une belle présentation, c'était très complet. Après, pour la loi Egalim, donc, il faut être agriculteur bio ou haute valeur environnementale. Donc il y a des critères à respecter pour les agriculteurs qui veulent rentrer dans la démarche. Et nous, à la Chambre d'agriculture, on est en train de les former. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui rentrent dans ces démarches pour pouvoir vendre dans la restauration collective. Très bien. Yves Muller, est-ce qu'on peut avoir, avant les questions, votre minute attentive de tout ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Alors, j'y ai mis beaucoup d'attention et je dois le reconnaître, le débat est un grand intérêt. Et il est vrai que sur ce problème-là, on flirte parfois avec la philosophie. Hein. C'est rare que dans un débat sur l'alimentation, on évoque Bergson, mais nous en sommes là. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on a tous un rapport très particulier avec ce qu'on mange et depuis la nuit des temps. Et globalement, il y a une part d'exorcisme qu'on n'a pas tous encore réussi à faire. Moi, je me souviens des premières initiatives de magasins bio il y a la fin des années 60, début des années 70, où c'était vraiment une espèce de secte déguisée avec des grands manteaux verts qui allaient, en se cachant, acheter les légumes dans des petits magasins secrets, les initiatives de la vie claire. Je ne parle pas des périodes qui ont suivi, où ça a donné lieu aux colonnes de presse, était assez éloquente en la matière. Et dans ces exorcismes, nous sommes toujours acteurs. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'on soit passé de la prise de conscience à la vraie rupture comportementale. En l'occurrence, on est souvent les uns et les autres à dire « Waouh, regarde, il y a les vieilles et moches carottes et les belles carottes. » Parce qu'une carotte qu'on cultive, elle n'est pas très jolie, elle sort de terre, et quelquefois cagneuse, comme on dit chez nous, alors que la belle carotte de grande surface, elle est belle et toute fraîche. Et c'est comme les poissons, il y a encore des enfants et des grands qui considèrent qu'un poisson, c'est un carré avec des yeux de chaque côté. Et je crois qu'il nous reste une part de cet exorcisme-là à faire. Alors, du point de vue communautaire et du strict point de vue de l'action qu'on peut entreprendre sur notre territoire, on n'est pas en avance sur le sujet, mais on se met en marche. Et il nous a semblé que la première chose à faire était de
créer ou de monter un élément diagnosticaire. C'est de voir finalement comment ça fonctionne chez nous. Alors c'est vrai qu'il y a un intérêt manifeste pour une consommation plus saine, plus bio. Ceci étant, on constate aussi que la période de pandémie qui a permis de monter en flèche, et ce que Yannick disait, il y a eu de vrais, et ce que disait Madame, il y a eu de vraies augmentations en termes de consommation. On sent qu'elle s'altère aujourd'hui, qu'on perd du consommateur, qui finalement avait retrouvé des vertus à la vie plus saine dans une période marquée par la maladie, mais qu'aujourd'hui ça s'oublie parce que, comme depuis aussi la fin des années 60, le supermarché et ses beaux rayons de fruits et légumes attirent encore beaucoup de monde, même s'il y a toujours un rayon bio où les produits sont 4 fois plus chers que les autres, mais où on se précipite. Alors je crois que du point de vue communautaire et territorial, je crois que notre action doit se résumer en étant des acteurs importants, à la fois de la filière de production, puisque là, nous pouvons être un acteur important, et on a du travail à faire, je crois, avec la Chambre d'agriculture, c'est vrai. Qu'en la matière, il y a des arbitrages de foncier, des acquisitions foncières, la mise en valeur ou la promotion d'activités comme le maraîchage, dont on avait longtemps oublié la vertu, cultiver du poireau, parce qu'on peut gagner de l'argent et on peut en faire des choses très saines, jusqu'au bout de la distribution et de la consommation. Moi, je crois que ce qui marque le plus notre marché communautaire, mais qui est une constante, je pense que sur le territoire, c'est qu'on a un vrai déficit d'offres. C'est qu'aujourd'hui, indépendamment des quelques adresses que quelquefois on se file sous le manteau, parce qu'on dit, on va voir la viande est extraordinaire, on n'a pas de grande filière de distribution de produits bio, de produits plus adaptés à une vie saine. Et c'est pour ça que je louangerai pas assez les services les services innovants que va nous proposer M. Poissignon bientôt. Nous devons être acteurs de la densification de l'offre en matière de produits bio. Alors, quelle que soit la nature des circuits qu'on puisse utiliser, mais en tout cas, qu'on puisse proposer des étals qui nous ramènent vers quelque chose de plus sain et de plus correct en termes d'alimentation. Et de plus goûteux. Et de plus goûteux. Oui. Parce qu'une carotte avec du vin rouge et du bœuf bourguignon, ça s'appelle un bœuf bourguignon. Ah oui, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Corinne Lepage, un petit mot avant de laisser peut-être et certainement une ou deux questions avant de passer au cocktail. Alors je ne veux pas être trop longue, mais je pense que ce qu'on a entendu, d'abord c'est très bien d'avoir consacré une partie à la question alimentaire. Oui. Parce que l'alimentation, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, il est à la jonction de la question climatique, de la question sanitaire et de la question de la biodiversité. Et qu'on ne peut pas traiter les uns sans les autres. Je veux dire, les gens qui pensent qu'on peut continuer à travailler en silo en se moquant pas mal de l'impact biodiversité qu'une décision climatique peut avoir, ont strictement rien compris au monde qui nous entoure. Première observation. Donc c'est très important de faire de ce chapitre-là un chapitre à part entière de votre réflexion sur le plan, sur le PCAET. Bon. Deuxièmement, je pense, Madame, l'exemple que vous avez donné de ce que vous faites est vraiment ce qu'on peut rêver, c'est-à-dire d'avoir une vision globale de l'activité agricole qui d'abord permet de quand même de mieux gagner sa vie et de sortir de cette situation dans laquelle nos agriculteurs sont dans des situations financières absolument abominables. Et deuxièmement, de participer effectivement à cet effort collectif et à cette réflexion collective sur comment on fait pour réduire les émissions, parce que effectivement, vous parlez de ne pas labourer, c'est une manière de capturer le carbone. Alors, sauf qu'il y a des débats sur le sujet qui montent en surface actuellement. Enfin, moi j'avais lu, jusqu'à ces derniers temps où j'ai lu des choses contraires, que le fait de ne pas remuer les terres, effectivement, était un outil intéressant de captation du carbone. Voilà. Donc on est dans quelque chose de global. Et puis ce qu'on a entendu à ma droite et à ma gauche, c'est quand même essentiel, parce que la dignité de l'humain, elle passe quand même par le fait qu'il puisse s'alimenter. Avoir faim, c'est dans nos sociétés quelque chose qui paraît d'un autre temps, et pourtant il y a combien de personnes chez nous qui ont faim. Une des images qui me restera du Covid, c'est les étudiants faisant la queue pour chercher à manger, quoi.
On se dit, là, il y a quand même un truc qu'on a loupé, quelque chose qui ne va pas. Et ce que vous disiez sur l'exemple du lait aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc de retrouver dans toute la question alimentaire, agricole, des outils de solidarité, je pense que c'est le b.a.-ba quelque part, parce que c'est ce qui fait notre condition humaine, c'est d'avoir besoin de se nourrir et de boire. Et de boire. Et donc, par conséquent, de travailler toutes les questions de solidarité autour du sujet, ça paraît absolument essentiel. Voilà, donc je pense que c'est très bien d'avoir abordé tous ces sujets. Et puis je terminerai peut-être avec un petit mot. C'est pour vous dire que tout ce que j'ai entendu cet après-midi, je le disais à mon voisin il y a un instant, m'a donné beaucoup d'optimisme. Pourquoi? Parce que j'habite Paris, je lis les journaux comme vous, la télé je ne la regarde pas trop, parce que je trouve ça un peu débilitant, pour ne pas dire absolument insupportable. Mais on a l'impression qu'on en est toujours à dire, ben oui, il y a un constat, mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, etc. Et vous montrez l'exemple que vous avez passé complètement ce cap-là, que vous n'êtes plus du tout là-dedans, que vous êtes dans... tout le monde fait quelque chose. Et le travail des collectivités, c'est de mettre en cohérence ce que le quelque chose que fait tout le monde, pour que ça marche ensemble. Mais ça y est, et le fait de voir que nos concitoyens ont dépassé, encore une fois, le cap de comment on va faire, ou qu'est-ce qu'on va faire, pour dire on fait, et puis bon, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Ça, c'est la vie. On a des échecs, on a des succès, mais on apprend. Et on apprend de ces échecs autant que de ces succès. Et on avance, et vous êtes en train de transformer complètement votre territoire quand même. Vous êtes en train d'en faire un territoire qui est un territoire pleinement du 21e siècle, qui est pleinement dans cette perspective de ce qui est en train de changer, non pas parce qu'en haut, vous avez décidé qu'on allait changer, mais parce que les gens du territoire ont décidé qu'ils allaient faire autrement. Et ça, je trouve ça vraiment très enthousiasmant. Voilà, donc je voulais vous le dire. Merci beaucoup. C'était notre grand témoin invité d'honneur, Corinne Lepage. On peut l'applaudir fortement. Le mot de la fin, peut-être de la part du président. Vous pouvez venir peut-être sur scène, Monsieur Fournier, pour nous dire un petit mot. On va remercier bien sûr Yves Muller, tous les intervenants, y compris ceux les derniers, j'ai envie de dire, sur l'alimentation. Vous allez pouvoir vous régaler d'ailleurs dans quelques instants. Monsieur Fournier, est-ce que vous êtes un homme heureux après cette belle journée? Je crois qu'effectivement, il a été dit qu'on peut être que optimiste à ce niveau de l'issue de ces ateliers ou de ces tables rondes. Je crois que c'est lié effectivement à ce que j'appelais la France des territoires, ou la France effectivement des intercos. Et je pense qu'effectivement, il y a ce qui est apposé à un niveau des lois, du législatif. Et puis, il y a cette cohérence qui provient des territoires. Et je crois qu'on appelle ça la proximité. Et je pense que le contact de la proximité nous permet de venir dans la vie réelle et pas forcément dans des usines à gaz ou parfois sur le lait ou sur d'autres filières. On a quelques aberrations. Moi, je suis très heureux de voir qu'il y a encore du public, même si l'heure avance. Ça veut dire que ça a intéressé les citoyennes et les citoyens. Et en plus, ce sont des enjeux qui deviennent de plus en plus prégnants. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se dire on a le temps, mais je pense que le temps nous est compté. Et j'avoue que dimanche, il y a la COP26 à Glasgow. Et je ne sais pas s'il va en ressortir beaucoup de faits concrets des grandes messes. Tout simplement, on retiendra que des territoires et des intercos, il peut en ressortir effectivement des flux d'espoir vis-à-vis du climat et vis-à-vis des modes de consommation, y compris les énergies renouvelables ou le changement climatique. Parce que je le dis, et j'y crois de plus en plus, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
Eh bien, je vous souhaite un bon cocktail. On va pouvoir échanger. Quand je parlais des insectes, vous allez pouvoir... j'ai noté, hein, on m'a dit qu'il y avait des algues, des produits, en tout cas locaux aussi. C'est très important. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. De mon côté, j'étais ravie de vous accompagner et de travailler sur ce sujet, faire en sorte que notre planète aille mieux, c'est très important et on peut tous agir et être acteurs ensemble. Alors je vous souhaite une bonne fin de soirée, merci pour votre attention et vive la communauté de communes du pays Orne-Moselle. À très bientôt, merci.